à Jérusalem, nous retrouvons comme prévu notre correspondant Daniel Haïk ce matin. Et Daniel, nous commençons la revue de la presse israélienne ce jeudi par les manchettes sécuritaires de la presse et des sites d'information. Et oui, effectivement, Ilana, le Yediot Aharonot annonce ce matin sur la moitié de sa une l'élimination du terroriste responsable de l'attentat de Shuafat qui avait coûté la vie il y a de cela 11 jours à la soldate Noa Lazar, Zichron Libracha. Ce terroriste a commis hier un second attentat, cette fois à l'entrée de la ville de Ma'ale Adoumim, au nord-est de Jérusalem. Il a ouvert le feu sur une patrouille de Tzahal, blessant légèrement un agent de la sécurité, mais il a ensuite été éliminé par des agents de cette sécurité civile. La famille de Noa Lazar a réagi en sous-titre dans le Yediot Aharonot, la boucle est bouclée, justice est faite, fin de citation. Manchette semblable en première page du Yedi Israël Hayom qui lui parle de la témérité des agents de la sécurité civile de Ma'ale Adoumim et qui s'interroge et se demande comment ce terroriste qui était recherché depuis 11 jours activement par les forces de sécurité a-t-il pu commettre un second attentat avant d'être neutralisé. Eliad Choubal ce matin dans les colonnes du quotidien gratuit n'hésite pas à parler d'échecs de la part du Shin Bet et du mérite des agents de la sécurité civile de Ma'ale Adoumim. En effet, en dépit du fait que Yair Lapid s'est empressé de publier hier un communiqué vantant les mérites de Tzahal et du Shin Bet de la police, ce sont les forces de sécurité israéliennes qui ont échoué, ce sont les agents civils qui ont su neutraliser le terroriste récidiviste. À noter que le Ma'ariv nous montre même ce matin la vidéo de l'élimination du terroriste hier soir, donc à Ma'ale Adoumim. Et puis le Israël Hayom se fait ce matin l'écho d'une estimation importante à propos d'un éventuel accord renouvelé sur le nucléaire iranien. Et oui, selon Ariel Kahana, le correspondant diplomatique du quotidien gratuit qui se réfère à des estimations d'experts israéliens, l'implication grandissante de l'Iran aux côtés de la Russie dans la guerre contre l'Ukraine devrait mettre fin de facto pour parler entre l'Iran et les grandes puissances et concrètement enterrer définitivement toute option d'accord dans ce dossier du nucléaire iranien. Cela devrait même conduire l'Occident à imposer de nouvelles sanctions économiques contre Téhéran. Kahana nous explique que ce ne sont pas seulement des drones iraniens qui ont été utilisés par Moscou ces derniers jours, mais selon lui, des forces iraniennes se trouveraient même sur le terrain et entraîneraient des soldats de Vladimir Poutine. Toujours dans cette optique, l'Iran aurait l'intention de vendre à la Russie des missiles balistiques et ce seul titre peut paraître stupéfiant et prouver que l'arsenal militaire iranien est aujourd'hui plus performant que celui des Russes. Et puisque nous parlons de l'Iran, le Yediot Aharonot publie ce matin en exclusivité le témoignage d'une étudiante iranienne qui est au cœur de la révolte des femmes. Elle s'appelle Yasmine et elle lance ce matin dans les colonnes du Yediot Aharonot un cri du cœur: aidez-nous à mettre fin au régime dictatorial des ayatollahs. Nous sommes des otages dans notre propre pays. Ils nous frappent, ils nous tuent dans les rues. Si vous nous aidez, nous pourrons enfin être un État démocratique qui œuvrera pour la paix dans la région et dans le monde, affirme-t-elle. Donc un témoignage et un appel particulièrement émouvant à lire dans le Yediot de ce matin. Une page politique maintenant avec les derniers développements à J-12 avant les élections. Ce matin, on peut lire dans le Israël Hayom l'éditorial de Nadav Haetzny qui fut un supporter de Binyamin Netanyahou dans le passé mais qui aujourd'hui est l'un de ses plus farouches adversaires. Haetzny accuse l'ancien Premier ministre d'avoir quitté la droite nationaliste comme en 1996, écrit-il. Netanyahou est en train de s'enfuir vers la gauche et de rappeler que à chaque fois, Netanyahou aurait dû logiquement faire alliance avec ses partenaires idéologiques de la droite nationaliste, mais il leur a préféré un parti de gauche ou de centre-gauche pour former un gouvernement. Et puis les quotidiens et les sites d'information reviennent aussi ce matin sur la campagne de séduction que Yair Lapid a lancée avant-hier soir en direction du secteur arabe israélien. Une campagne lancée en affirmant d'une part que s'il était réélu, il modifierait la loi sur l'État-nation et par contre il ne modifierait pas le statu quo sur le mont du Temple. Le Yediot Aharonot consacre d'ailleurs une pleine page au secteur arabe israélien qui reste particulièrement monotone. Les responsables des formations arabes reconnaissent que si le taux de participation dans le secteur arabe israélien ne devait pas dépasser le 1er novembre 42%, eh bien les partis arabes risqueraient de se retrouver en deçà du seuil d'éligibilité et indirectement d'entraîner la victoire de Binyamin Netanyahou et du camp nationaliste. Preuve de l'importance du vote dans la communauté arabe israélienne, la chaîne 12 consacre depuis le lendemain des fêtes de Simchat Torah une série de reportages passionnants sur cette communauté et également sur la communauté orthodoxe israélienne. Des reportages menés conjointement par Yair Cherki, expert du monde orthodoxe de la 12, et Mohamed Majdadleh, expert du secteur arabe de cette même chaîne.
En marge de la campagne électorale, la chaîne 13 a par ailleurs diffusé hier des extraits de propos tenus par Sarah Netanyahou il y a déjà plusieurs années. Oui, cela remonte à 2010. Il s'agit de propos dans lesquels l'épouse de l'ancien Premier ministre s'en prend très crûment à l'ancien chef du Shin Bet israélien Yuval Diskin, qui est connu pour son opposition farouche à Netanyahou. C'est une merde, pardonnez-moi l'expression, un insolent, un imbécile, et qui plus est, on vient de lui prolonger son mandat d'1 an, a affirmé Sarah Netanyahou. C'est une citation d'elle. Ces propos qui suscitent la controverse à la fois par leur contenu et par le fait qu'ils sont diffusés par Raviv Drucker, le correspondant politique de la chaîne 13 et l'un des journalistes les plus viscéralement hostiles à Binyamin Netanyahou. En marge de la marge, donc, si l'on peut dire, le Maariv nous révèle qu'un militant travailliste a écopé d'un recours devant la justice de la part de la maison d'édition Cella pour avoir publié dans son intégralité sur Internet l'autobiographie de Binyamin Netanyahou qui est sortie il y a quelques jours à peine dans les maisons d'édition. Et puis jetons un œil rapide à présent dans le Haaretz qui nous propose un reportage sur Bernard Arnault. Et oui, on peut en effet y lire que le second homme le plus riche de la planète, le premier français, a décidé de vendre son jet privé parce qu'il en avait assez d'être suivi dans de multiples posts, en particulier sur Twitter, et qu'il préfère désormais se déplacer à travers le monde en louant des avions. Et puis nous sommes à un mois très exactement de l'ouverture du mondial de foot au Qatar et ce matin le Israël Hayom nous le rappelle en première page et sur une double page intérieure. Oui, préparez-vous à la Coupe du Monde, titre le quotidien gratuit sur cette double page où l'on voit une immense photo du stade Ahmed Ben Ali qui accueillera la finale de la compétition. Le Israël Hayom nous livre une série de données autour de ce mondial controversé, le coût de la construction de 7 stades entre 6 et 10 milliards de dollars, un réseau de lignes de métro pour la bagatelle de 36 milliards, des infrastructures pour 120 milliards de dollars et enfin près de 3 millions de billets vendus, dont 15 000, sachez-le, à des supporters israéliens.